Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 107e numéro de l'Exo de Colle. Et pour bien démarrer ce mois d'octobre 2024, je vous propose un exercice d'arithmétique assez sympathique et assez anecdotique qui finalement est très utile pour les gens qui passent des concours mathématiques du type Olympiade. L'énoncé que je vous propose est le suivant. Nous avons A et B, deux entiers relatifs distincts, P, un nombre premier qui ne divise pas A fois B, et n un entier naturel non nul. On veut démontrer les identités suivantes qui permettent de calculer la valuation p-adique de a puissance n moins b puissance n en faisant une petite distinction de cas suivant si p est égal à 2 ou si p est égal à 2. Et en plus de ça, je vous propose un petit bonus pour également avoir une expression qui permettrait de calculer la valuation p-adique de a puissance n plus b puissance n. Bon voilà, c'est un exercice qui peut très bien s'attaquer en première année de classe préparatoire. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de bagages pour attaquer cet exercice. Essentiellement du bagage d'arithmétique assez classique, valuation de p-adique, ce genre de choses, question de divisibilité bien sûr. Donc voilà, du bagage arithmétique élémentaire, ça suffit pour pouvoir attaquer cet exercice. Cet exercice est un résultat assez connu en mathématiques, en tout cas dès qu'on veut étudier des courbes elliptiques, ou voire même dans le cadre, comme je l'ai énoncé tantôt, d'Olympiade internationale de mathématiques, ça s'appelle le lemme de Manéa. Également appelé LTE, LTE pour Lifting the Exponent, mot à mot signifiant soulever l'exposant. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir se débarrasser de l'exposant qui se trouve là sur le A et le B pour faciliter le calcul de la valuation p-adique. Et donc c'est un très joli résultat, alors à savoir que Manéa lui a mis au propre l'énoncé et a redonné une preuve de cet énoncé, mais la première personne qui a attaqué déjà ce genre de résultat c'était Gauss. Voilà, ça peut être bon à savoir pour le côté histoire. Alors là, ne me demandez pas les dates, vous savez à quel point je suis mauvais pour essayer de donner des dates exactes. Mais bref, en tout cas, voilà, pour la petite histoire, Manéa est la personne qui a pu mettre au propre ce type de résultat arithmétique, sachant que des brides de ces résultats avaient déjà été écrites par Gauss. Bien, donc c'est un très joli exercice. Alors on verra plus tard une application à travers un petit exo de colle. Alors je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sortira, peut-être dans 2 semaines, quelque chose comme ça. Mais j'aimerais vous proposer, à la suite de cet exo de colle, un petit exo de colle qui est une très jolie application de ce résultat, concernant justement une caractérisation du fait que A et B soient des entiers, suivant un certain résultat concernant A puissance n moins B puissance n quand A et B sont supposés rationnels, positifs, non nuls. On en reparlera une prochaine fois. Pour l'heure, on va déjà démontrer ce joli résultat. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire, donc je vous invite comme d'habitude à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé, voire même réussi. C'est un très joli exercice, c'est pas si difficile que ça, à condition qu'on soit à l'aise à faire de l'arithmétique, mais également à l'aise avec différentes formules de factorisation, car en effet, les formules de factorisation vont être très utiles pour pouvoir avancer dans la résolution. Alors je vais commencer par traiter le cas suivant, donc 1, et donc on a P, un nombre premier distinct de 2, P qui divise A moins B. Je me permets tout de suite de traduire ce qui est écrit ici. Le fait de dire que P ne divise pas A fois B, ça implique que P ne divise ni A ni B. En fait, c'est même équivalent, puisque P est un nombre premier. Je tiens à préciser quand même. Donc oui, évidemment, c'est pas tout à fait cette information qui va être le plus utile, c'est plutôt la traduction de cette information. Donc justement le fait que P ne divise ni A ni B. Ok? Alors maintenant, je vais faire une preuve qui peut paraître un peu étrange, mais on va faire une preuve par récurrence. Alors, je ne vais pas faire tout de suite une récurrence, je vais d'abord traiter un cas assez évident, c'est le cas où n est premier avec P. Ça, c'est un cas qui peut se traiter sans parler de récurrence.
Mais pour ce qu'on fera par la suite et pour établir la formule générale, on va avoir besoin d'une petite récurrence, soit sur le nombre de puissance de P qui divise n, soit juste une récurrence sur n, ça marche tout aussi bien. Une récurrence forte, bien sûr. Donc là, ici, je vais d'abord traiter un cas assez évident, c'est en supposant que n est premier avec P. Donc, disons 1A, n est premier avec P. Alors, dans ce cas-là, vous allez voir, ça va se passer à merveille. On sait que P divise A moins B, donc ça c'est équivalent en termes de congruence, si on se permet d'utiliser les congruences, que A est congru à B modulo P. Ce qui veut dire que A puissance K est congru à B puissance K modulo P pour tout K. Et donc, si j'utilise une formule de factorisation que vous connaissez bien, A puissance n moins B puissance n, ça peut se réécrire comme A moins B, le tout fois A puissance n moins 1, plus B fois A puissance n moins 2, etc. B puissance n moins 2A, plus B puissance n moins 2. Une très jolie formule de factorisation qui peut s'appeler formule de Bernoulli d'ailleurs au passage, pour ceux qui ne connaîtraient pas le nom. Donc on a cette très jolie formule, et puis il suffit de regarder qu'est-ce que vaut ce truc-là modulo P. Une fois qu'on a la réponse à ce truc-là, eh bien, on pourra conclure. Donc on sait que A et B sont congrus à la même chose, modulo P. Donc rien ne m'empêche de remplacer tout le monde par A ou tout le monde par B. Si je remplace tout le monde par A, combien j'ai de termes dans cette somme? Eh bien j'en ai exactement n. Je vais de la puissance A puissance n-1 là, jusqu'à A puissance 0. Donc une somme qui va de 0 à n-1 contient n termes. Attention, hein. n-1 moins 0 plus 1. Faites attention à ça. Donc ça signifie que en termes de congruence, ceci est congru à n fois A puissance n-1 modulo P. Or, n est premier avec P, donc ça veut dire que n n'est pas congru à 0 modulo P. Et pareil, P ne divise par A, donc ça signifie que A puissance n-1 n'est pas non plus congru à 0 modulo P. P étant un nombre premier. Je le répète encore une fois parce que ça a son utilité. Donc, à cause de ça, ça veut dire que ce produit-là ne peut pas être égal à 0, étant donné que Z sur PZ est un anneau intègre. Donc, alors, je vais l'écrire comme Z sur PZ est intègre. Quand je dis Z sur PZ, c'est bien sûr muni de sa structure d'anneau, voire même structure de corps, hein, on peut parler de structure de corps ici. Alors, comme ceci est intègre, on a alors que n A puissance n-1 ne peut être congru à 0 modulo P, ce qui signifie que P ne divise pas ce truc, et donc P ne divise pas ce truc. A puissance n-1 plus A n-2, B n-2, A, B, et plus B n-1. Et voilà, je peux terminer. En fait, la valuation péadique de A puissance n moins B puissance n, c'est donc, par propriété du produit, la valuation péadique de A moins B plus la valuation péadique du reste. Donc A puissance n moins 1, blablabla, B puissance n moins 1. Mais qu'est-ce que je viens de dire ici? Je viens de dire que P ne divise pas ce nombre. Donc ça veut dire que la valuation péadique que je viens d'écrire là, elle vaut 0. Bon voilà. Et donc on obtient Vp de A moins B. Et comme P ne divise pas n, rien n'empêche de rajouter Vp de n, car Vp de n c'est aussi égal à 0 ici. Et voilà, on vient de traiter le cas de figure où P est premier avec n. Et vous voyez que ça se traite très très bien avec cette factorisation. Alors je suis passé par de la congruence. Rien ne m'aurait empêché de prouver le résultat autrement. Alors, qu'est-ce que j'entends par trouver le résultat autrement? Je vais quand même expliquer un petit peu comment j'aurais pu faire sans passer par ces Z sur PZ. Je pense que c'est assez intéressant parce que ça va être utile d'ailleurs pour la question suivante. Donc c'est pour ça que je vais le faire. C'est pour vous donner une intuition de ce qu'on va faire pour la suite. N'hésitez pas à faire demi-tour sur la vidéo, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois. S'il y a un truc qui n'est pas clair et dont vous voulez revoir l'explication. Bref, donc là je vais vous donner une autre preuve possible, et cette autre preuve va être très utile pour établir une récurrence. L'autre preuve possible serait de dire, le A puissance n, rien ne m'aurait empêché de le découper comme étant B plus A moins B. Oui, c'est ça. Donc j'aurais pu écrire B plus D, disons, à la puissance n,
moins b puissance n. Rien ne m'aurait empêché de faire ça, donc sachant que d est égal à b moins a ici. Et puis j'aurais pu utiliser la formule du binôme de Newton. Et me retrouver, le b puissance n va se simplifier, je vais avoir un n puissance bn moins 1 qui va apparaître. Si je fais pas de bêtises, parce qu'il suffit de développer... Ah oui, j'ai oublié le fois d, excusez-moi. Donc, j'aurais peut-être pas dû effacer, c'est pas grave. Donc b puissance n moins 1 d, et puis après j'ai les autres sommes, enfin j'ai les autres termes de mon développement de la formule de binôme de Newton, somme pour k allant de 2 à n, de k parmi n, b puissance n moins d, ou n moins k, pardon, ça va pas là, n moins k, d puissance k. Je peux constater que je peux mettre d en facteur, et je ne vais pas m'en priver, donc je vais avoir d fois n, b puissance n moins 1, plus somme pour k allant de 2 à n, de k n, b puissance n moins k, d puissance k moins 1. Et si je regarde de plus près les termes qui apparaissent ici, je peux constater que le p qui est ici n'est pas divisible par... donc ce truc-là n'est pas divisible par p. Voilà. Ensuite, je peux constater ici, bon là on a une divisibilité par n, mais ça ne va pas nous aider pour grand chose. En fait, bah, là encore une fois, on a des divisibilités par p qui ne vont pas pouvoir s'effectuer. Alors je suis en train de réfléchir à ce que je veux dire ici. Oui, donc bon, peu importe, le cas parmi n ne va pas avoir un gros intérêt, mais par contre ce qui va avoir un intérêt c'est lui, parce que d, je sais qu'il est divisible, hein, c'est a moins b, hein, ou b moins a, d'accord, donc a moins b ou b moins a, alors je suis en train de me dire d'ailleurs que j'ai écrit une bêtise, c'est a moins b que je vais écrire, hop, voilà, donc a moins b c'est divisible par p, donc ça veut dire que ce truc là, comme l'exposant est plus grand que 1, ça marche, c'est congru à 0 modulo p, c'est-à-dire que c'est divisible par p. Et lui, bon, bah, j'en sais rien. Mais par contre, ça veut dire que là, j'ai une somme de trucs qui sont divisés par P, donc ça veut dire que tout ça est divisé par P. Et là, ici, j'ai un truc qui n'est pas divisé par P. Et on retrouve d'ailleurs la congruence que j'avais mis en avant tantôt. Donc là, on va avoir le B puissance n-1. Ce B puissance n-1, on sait qu'il n'est pas divisible par P. De même pour le n. Ce qui signifie que tout ça n'est pas divisible par P. Et la somme d'un truc divisible par P avec un truc qui n'est pas divisible par P, ça nous donne un truc qui n'est pas divisible par P. Or, bah, D, on sait qu'il est divisible par P, mais bon, c'est pas forcément le truc le plus important. On réutilise exactement la même propriété de valuation p-adique. La valuation p-adique de ce truc-là, c'est la valuation p-adique de D plus la valuation p-adique de ce truc-là. Mais la valuation p-adique de ce truc-là, c'est 0, étant donné que ce nombre-là n'est pas divisible par P. Et il me reste la valuation p-adique de D. La valuation p-adique de D, bah, on est content, puisque D, c'est exactement A moins B. Et on arrive à la même conclusion. Ah, on en profite, hein, quand on peut faire plusieurs preuves distinctes, on les fait. Donc grâce à toute cette argumentation, on arrive à conclure ce résultat. Et donc bien sûr, on peut ajouter, comme je l'ai fait tantôt, valuation p-adique de n, puisque n est premier avec p, et donc cette valuation p-adique est égale à 0, donc ça marche, pas de problème. Ok, on vient donc d'établir la formule dans le cas où n et p sont premiers entre eux. On l'a établi d'ailleurs de deux manières distinctes. Et retenez bien cette deuxième façon de faire qu'on va chercher à utiliser pour démontrer le 1 tout entier, en ne supposant plus que n et p sont premiers entre eux. Alors, comme p est un nombre premier, si n et p ne sont plus premiers entre eux, ça veut dire que p doit diviser nécessairement n. Donc là, on se retrouve finalement dans le cas où p divise n. Et on va donner une petite notation, on va noter, on va plutôt poser m égale n sur p. Ok, et je propose donc de faire une preuve par récurrence sur l'entier n. Donc preuve par récurrence. Donc, alors, je vais peut-être être un peu plus précis. Je vais d'abord dire qu'on a une preuve par récurrence à faire. Hop. Voilà.
Donc si on se lance maintenant pour une preuve par récurrence, je veux juste être un peu plus précis, donc je vais d'abord lancer la preuve par récurrence, puis après on a les deux cas de figure. Le cas où on est premier avec P, dans ce cas-là, c'est fini, mais si on n'est pas premier avec P, et bien là on va faire une petite manipulation pour utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc preuve par récurrence sur N. Donc pour N égale 1, bah c'est évident. Hein, regardez bien la formule que vous voulez établir pour N égale 1. Vous avez juste Vp de A moins B est égal à Vp de A moins B plus Vp de 1, mais Vp de 1 ça fait 0. Donc ça va, pas de problème. Ensuite, hérédité. Alors je ne vais pas écrire les phrases, je vais juste les dire à l'oral, mais c'est super important de savoir les écrire. Le seul truc que je veux quand même signaler, c'est que je vais faire une récurrence forte. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais fixer un entier n, non nul. Je vais supposer que la propriété est vraie pour n'importe quel entier strictement plus petit que n. Et je vais maintenant démontrer que c'est vrai pour n. Voilà ce qu'est la preuve par récurrence. La preuve par récurrence, c'est supposer que pour tous les entiers plus petits que l'entier que nous avons sous la main, la propriété est vraie. Alors après, vous pouvez supposer que c'est vrai pour l'entier que vous avez sous la main. Et dans ce cas-là, il faut démontrer que la propriété est vraie pour n plus 1. Mais vous pouvez aussi supposer que c'est pas encore vrai pour n, vous savez que c'est vrai pour tous les autres strictement plus petits, et vous voulez démontrer que c'est vrai pour n. Quoi que vous fassiez, ça arrivera, enfin vous arriverez à la même chose. Bref, donc moi ici, je suppose que c'est pas encore vrai pour n, mais je sais que c'est vrai pour n'importe quel entier plus petit que n. Strictement. Donc, on a deux cas de figure, comme je viens de le dire. Si n est premier avec p, bon ça c'est fait. C'était 1a. Maintenant, si n n'est pas premier avec P, bon là ça veut dire alors que P, comme je l'ai dit, comme P est premier, encore une fois, ça veut dire que P divise n. Et dans ce cas-là, on peut poser, et maintenant j'en arrive là où est-ce que je voulais en venir au tout début, donc m est égal à n sur P. Ok? Bien, alors maintenant que j'en suis là, je vais faire exactement le même genre de manipulation que ce que j'ai fait pour la deuxième preuve de 1a. Donc c'est-à-dire que je peux regarder a puissance n moins b puissance n, et je peux le voir sous le prisme suivant en disant qu'en fait on a affaire à c plus d à la puissance n moins c à la puissance, pardon, je me plante quand même, à la puissance p et c à la puissance p. Voilà. Donc avec c qui est égal à, alors faut juste que je fasse pas de bêtises, donc c'est b puissance m et d qui est égal à a puissance m moins b puissance m. Donc c'est exactement la même idée, sauf que cette fois-ci, on va pas le faire directement par rapport à a, ou par rapport à b, on va le faire directement par rapport à b puissance m et a puissance m. Bien, maintenant que j'ai ça, je refais la même chose, je développe selon la formule du binôme de Newton. Donc je vais obtenir quoi? Je vais obtenir, en simplifiant bien sûr, qu'on fasse pas de bêtises, un P fois D fois C puissance P moins 1, plus un reste de somme pour K allant de, alors que je fasse pas de bêtises, 2 à P, de K parmi P, et ensuite je vais avoir C puissance P moins K, D puissance K. Ok. Alors maintenant, si je regarde un petit peu plus près ce que je viens d'écrire, on va pouvoir constater qu'on va pouvoir mettre P et D en facteurs. Alors pourquoi on pourra les mettre en facteurs? Eh bien, on va regarder de plus près cette somme ici. Si on regarde de plus près cette somme ici, on peut constater que K parmi P, c'est un nombre qui est divisible par P tant que K est compris entre 1 et P moins 1. Ça c'est une identité pas très difficile à démontrer, mais donc on a que K parmi P est divisible par P. On peut le démontrer par la formule sans nom, ce qui s'appelle la formule sans nom, mais en fait c'est la formule du pion, ça s'appelle là aussi la formule du pion. Pour le démontrer, ou du capitaine aussi, pour le démontrer, on pourrait aussi dire, en fait, ce truc-là, normalement j'utilise les factoriels, puis je cherche un peu à simplifier mes factoriels, donc normalement je dois pouvoir écrire que c'est P sur K fois P moins 1, K moins 1.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle parfois la formule sans nom, mais en fait, elle a un nom. Hein. Ça s'appelle la formule du pion, la formule du capitaine, tout simplement parce qu'il y a un moyen de réécrire cette formule en expliquant justement dans un contexte de pion. Donc le pion, c'est juste par rapport au fait qu'on déplace le pion en diagonale. Capitaine, c'est parce que, en fait, la façon d'énumérer ces choses-là, c'est comme si on avait dit dans l'équipe des K éléments qu'on a choisi parmi les P éléments, il y a quelqu'un qu'on a choisi comme étant le capitaine. Voilà, grosso modo, c'est un peu ça. Et en énumérant de deux manières distinctes, on arrive à cette formule. Cette formule que je peux réécrire comme ceci. Et donc ça veut dire que P doit diviser ce truc-là, mais comme K est plus petit que P, ça veut dire que P ne peut pas diviser K, mais alors P va devoir diviser K parmi P. Voilà, donc grâce à cette formule, on peut montrer que P divise K parmi P. C'est pas très difficile. Bref, c'est un résultat assez classique d'arithmétique, je pense. Donc ça, c'est vrai que si K, je le répète, est compris entre 1 et P moins 1. Et puis un autre truc qu'il faut constater, c'est que ce truc-là est divisible par D. Alors, on peut constater que ce truc-là va être divisible par D, et en fait même mieux, va être divisible par D carré. Tous les termes qui apparaissent ici vont être divisibles par D carré. Donc, ce truc-là est divisible par D carré. Donc ça veut dire que dans tous les termes que j'ai écrits, on a toujours un P fois D carré. Et il n'y a qu'un seul terme où on aurait un problème, c'est pour K égale P. Et pour K égale P, c'est là où l'hypothèse que P impair est important. Puisque comme P est un nombre premier impair, ça veut dire que P doit être supérieur ou égal à 3. Et comme P est supérieur ou égal à 3, ça veut dire que le dernier terme est divisible par D puissance... donc le dernier terme, c'est D puissance P. Il est divisible par D puissance 3, mais on sait déjà que D est divisible par P, ce qui fait que D puissance 3 est divisible par P fois D carré. Donc rien ne m'empêche de remplacer un des D par P. Et ceci me donne cette divisibilité-là. Donc on a réussi à démontrer, et c'est pour ça que l'hypothèse P impair est important, on voit qu'il y aurait eu un problème si P n'était pas... est égal à 2, parce que du coup dans cette somme, là ici, on n'aurait pas pu dire que c'est divisible par P, on se serait retrouvé avec juste D carré, et on n'aurait peut-être pas pu avancer. Ici, moi j'aimerais avancer en essayant de mettre en avant qu'en fait, la valuation péadique de ce truc-là, ça va être la valuation péadique de P fois D. C'est ça que j'aimerais démontrer. Bien, donc, j'ai réussi à démontrer que ce truc-là est divisible par P fois D carré. Donc maintenant, je vais effacer un petit peu ce que j'ai écrit au tableau. Encore une fois, n'hésitez pas à faire demi-tour. C'est encore une fois fait pour ça, le support vidéo. Donc, je peux écrire que tout ce que nous avons, ça s'écrit comme ça. K fois... Alors, K, c'était pas un bon choix. Comment je peux l'appeler? L. On arrive à démontrer ça avec L appartenant à Z. Maintenant, qu'est-ce qui reste ici? Ici, j'ai un truc qui est divisible par D, D est divisible par P. Donc ce truc-là est divisible par P. Et là, vous voyez un argument qui ressemble beaucoup à ce que j'ai fait précédemment, pour un A, pour la deuxième preuve. Donc P divise D, donc P divise ce truc, mais P ne divise pas ce truc-là. Puisque ça ne divise pas B, donc ça ne divise pas B puissance M, et ça ne divise pas non plus B puissance M puissance P-1. Voilà. D'ailleurs, en termes de congruence modulo P, on pourrait dire que C puissance M, que B puissance M est congru à B puissance M puissance P-1. Une jolie formule. C'est une jolie formule assez connue de congruence. Bref, liée justement à l'indicatrice de l'air. Ou même si ici on n'est que avec des nombres premiers. Bref. Donc, cela me permet de dire que ce truc-là n'est pas divisible par P. Ce truc-là n'est pas divisible par P. Et donc, je vais pouvoir avancer dans ma preuve et dire que la valuation péadique de ce qui m'intéresse valuation péadique de A puissance n moins B puissance n, c'est donc égal à la valuation péadique de P fois D. Valuation péadique de P fois D, ça va me donner alors valuation péadique de P qui donne 1 plus valuation péadique de D. Je répète, je n'ai pas besoin d'écrire plus valuation péadique de ce truc-là parce que ce truc-là n'est pas divisible par P. Donc la valuation péadique de ce truc-là, c'est 0. On en arrive là, et c'est là où on va pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence. Car D, c'était quoi? C'était ça.
Donc on peut utiliser l'hypothèse de récurrence forte, étant donné que P est un nombre premier plus grand que 2, même plus grand que 3, donc la division de n par P donne un nombre plus petit que n, un nombre entier plus petit que n, toujours positif. Donc on peut appliquer l'hypothèse de récurrence et dire que ce truc-là, c'est alors égal à 1 plus valuation p-adique de A moins B plus valuation p-adique de M. Maintenant, je vais rassembler le 1 avec la valuation p-adique de M, parce que la valuation p-adique de 1, c'est la même chose que la valuation p-adique de P. Et du coup, je peux dire que valuation p-adique de P avec valuation p-adique de M, c'est la même chose que valuation p-adique de P fois M. Donc on a valuation p-adique de A moins B plus valuation p-adique de P fois M. Mais P fois M, c'est quoi? M, c'était N divisé par P. Donc P fois M, c'est finalement N. Et ceci permet donc de conclure le résultat souhaité. On vient de démontrer par récurrence qu'en effet pour N, c'est vrai. Donc on conclut que pour n'importe quel N, finalement, grâce à la récurrence, la propriété qui est énoncée ici est toujours vraie. Pas mal, hein. Je pense que c'est très joli déjà comme preuve. Alors maintenant on va aller un peu plus loin parce que bon, on a démontré le résultat pour un nombre premier qui n'est pas égal à 2. Maintenant on va voir qu'on peut avoir des problèmes avec P égale 2. Et justement j'ai souligné où va se trouver le problème dans la preuve, c'est ici. Ici, il y a eu un moment, comme j'ai insisté ici, j'ai dit que P devait être un nombre impair. Sinon on ne pourrait pas dire que le premier terme pour K égale 2 serait divisible par P fois D carré ici. Donc là, c'est ici où on va avoir normalement un problème. Mais on va le contourner ce problème. On va le contourner avec d'autres formules de factorisation. Ok. 2. Alors, il est important d'essayer de traiter le cas impair avant de traiter le cas pair, car pour traiter le cas pair, on va utiliser le cas impair. Voilà, je tiens à le signaler. Donc, supposons que n est impair, et vous allez voir que ça, c'est simple comme bonjour, j'ai envie de dire. Tout ce qu'il faut penser, c'est la factorisation que j'ai donnée tantôt pour démontrer le cas n premier avec P. Et c'est aussi pour ça que je vous ai donné cette autre preuve. Hein. C'est pas pour rien, c'est pour que vous puissiez faire des liens entre les différentes preuves qui fonctionnent. Donc là, ici, si je suppose que n est impair, je rappelle que P est censé ne pas diviser A et B. Donc, voilà, donc ça veut dire que A et B sont impairs. Et donc ça veut dire que P divise A moins B, il n'y a pas de problème. Donc 2, peut-être que je commence à écrire 2 à la place de P, j'espère que ce soit clair. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin de préciser que P, donc 2, doit diviser A moins B, puisque finalement ça se déduit très vite de ce que j'ai écrit là. Mais bon, j'ai envie de dire, ça n'a pas forcément un énorme intérêt. Ce qui a le plus d'intérêt ici, c'est plus le fait de dire que A et B sont des impairs, en plus du fait que N est impair. Et maintenant, si je réutilise la formule de factorisation de Bernoulli, que j'ai mentionné tantôt, on peut écrire ceci. A puissance n-1 plus B A puissance n-2. Donc encore une fois, B puissance n-1, n-2 pardon, A plus B puissance n-1. Donc si je réutilise cette formule de factorisation, là ici, tous les termes qui apparaissent ici sont des nombres impairs. Et il y a combien de termes dans cette somme? Il y en a n. Donc on est en train de faire une somme de n termes impairs. Et n est aussi un impair. Donc si on fait une somme de nombres impairs qui contient exactement un nombre impair de termes, alors ce truc-là est un nombre impair. Ça ne peut pas être un nombre pair. Bon, conclusion, valuation P2 adique de A puissance n moins B puissance n. Encore une fois, j'utilise la propriété du produit, c'est la valuation 2 adique de lui plus la valuation 2 adique de lui. Mais la valuation 2 adique de lui, on a dit que c'était 0, à cause du fait que ce truc-là n'est pas divisé par 2, c'est un nombre impair. Donc on revient alors à valuation 2 adique de A moins B. Or, ce truc-là, c'est encore une fois la même chose que valuation 2 adique de A moins B plus valuation 2 adique de n. Puisque n est impair, ce truc-là vaut 0. Donc on vient de traiter le cas n impair.
Maintenant, on va traiter le cas n pair et on va devoir refaire une récurrence. Et cette fois-ci, je vais préciser, on va faire la récurrence sur... Donc, tantôt, je l'avais dit aussi, pour la récurrence, vous pouvez choisir de faire soit une récurrence forte sur n, soit faire une récurrence sur la valuation p-adique de n. On pouvait faire aussi une récurrence comme ça. Là, ici, je vais faire une récurrence sur la valuation p-adique de n. Je pense que ici, ça a son importance. Hop. Et donc, on va commencer, hein, puisque si n est pair, ça veut dire qu'au minimum, sa valuation de adique, la valuation de adique de n, c'est 1. Donc, bah, je vais commencer par ce cas-là. Donc, on va faire une récurrence sur Vp de n. Enfin, V2 de n, je précise encore une fois, c'est le nombre. C'est le nombre 2, donc c'est la valuation 2 adique qu'on regarde. Donc je peux pour l'instant supposer que n s'écrit, pour l'initialisation, je vais supposer que n s'écrit 2 fois b, avec b impair. Et c'est là où je vous avais dit que c'était important d'avoir traité le cas impair avant de traiter le cas pair. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est la chose suivante. Quand je veux calculer a puissance 2b moins b puissance 2b, eh bien, je peux utiliser une autre formule de factorisation qui est la suivante. Juste par rapport à 2, je peux écrire que c'est a puissance b moins b puissance b. Ah oui, non, je ne vais pas faire un bon choix de lettres. Oh là là, je vais mettre un m, excusez-moi. Je viens de m'en rendre compte, ça va pas du tout là. M. Ah, c'est là où c'est important de faire attention à ne pas avoir de doublons sur les lettres. Sinon, c'est perturbant. Bref, donc on va avoir ceci fois a puissance m plus b puissance m. Ok, et donc, si je veux la valuation de adique de cette chose-là, je me rends compte que je vais devoir avoir besoin de la valuation de adique de cette chose-là. Donc, j'ai parti, hein, donc valuation. Alors, je suis juste en train de réfléchir si j'aurais pas dû m'y prendre d'une autre manière. Je pense que j'aurais dû m'y prendre autrement. C'est bien ce que je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire qu'on peut faire encore autrement. Alors je réfléchis 2 secondes si je vais écrire une bêtise ou pas, mais je pense que non. Ok. Alors parce que là j'allais partir sur un truc où j'aurais besoin de ce résultat-là, mais normalement je peux faire un truc qui n'a pas besoin de ce résultat-là. C'est pour ça que je l'ai mis en bonus après. Donc je ne veux pas utiliser ce résultat-là. Alors ce que je vais faire, c'est juste je vais faire la chose suivante. La valuation p-adique de a carré puissance m, pardon, fois b carré puissance m. Bon, alors par hypothèse, on sait que a et b ne sont pas des nombres pairs, donc ce sont des nombres impairs, et donc ça veut dire que a carré et b carré sont aussi des nombres impairs, ok? Donc rien ne m'aurait empêché d'écrire finalement a puissance m moins b puissance m, avec a et b impairs, ce qui permet de satisfaire aux propriétés souhaitées. C'est-à-dire qu'on a bien p égale 2, p qui divise a moins b, enfin, bref, p qui divise a moins b, ça sort tout seul à partir des hypothèses qu'on a posées. Et puis bon on se retrouve avec m impair. C'est ça qui est le plus important. Donc là maintenant je peux utiliser l'hypothèse de récurrence, voilà, c'est l'hypothèse de récurrence. Le résultat que nous avions établi au cas précédent, et dire que ça c'est la même chose que la valuation p-adique de a carré moins b carré. Donc ça c'est parce qu'on a traité le cas n impair. Donc excusez-moi pour ce faux départ. Mais en tout cas j'aurais besoin de cette identité à un moment ou à un autre, parce que là justement j'en ai besoin ici. Arrivé ici j'en ai besoin. En effet, a carré moins b carré c'est la même chose que a moins b fois a plus b. Et donc la valuation p-adique que je veux ici c'est l'évaluation p-adique, donc, enfin 2 adique encore une fois. Je mets p mais c'est 2, hein. Je suis navré. Hop. 2. Donc la valuation 2 adique de ce truc-là, c'est la même chose que la valuation 2 adique de a moins b, plus valuation 2 adique de a plus b. Et donc, est-ce que cette formule vérifie bien la formule souhaitée? Eh bien, remplacer n par 2. Et donc, en remplaçant n par 2, en effet, il manque un v2 de 2 moins 1 ici. Donc de 2m d'ailleurs. Attention. Donc v2 de 2m moins 1. Mais m étant un nombre impair,
Bon bah V2 de 2m, c'est donc V2 de 2, et V2 de 2, ça fait 1. Donc 1 moins 1, 0. On est content, on a donc bien montré le résultat pour la valuation 2A de n égale à 1. Le résultat souhaité pour la valuation de la DIC. Alors, la valuation de la DIC de n égale 1. Et donc, bah, on va recommencer. Hop. Donc, je vais maintenant effacer ce que je viens d'écrire. Ouais. Je vais faire une preuve par récurrence sur la valuation, hein, comme je l'ai dit. Hop. Donc, hérédité. Voilà, je vais peut-être être assez précis sur ce que je veux faire. Donc, soit fixons K, ici je vais l'écrire, fixons K un entier naturel non nul, et supposons la propriété vraie pour toute valuation, pour tout entier n, tel que la valuation 2A de n est inférieure à k, strictement. Montrons que c'est vrai pour des valuations 2A de n égale à k. Donc ça veut dire que n, ici, est supposé être égal à 2 puissance k fois m, avec m impair. Voilà ce que ça veut dire, avoir une valuation 2A égale à k pour l'entier n. Et donc bah, je refais à peu près la même manipulation que ce que j'ai fait pour l'initialisation. C'est-à-dire que je vais faire a puissance 2 puissance k, le tout puissance m, moins b puissance 2 puissance k puissance m. Et je sais que la valuation 2A de ce truc-là, d'après ce qu'on a fait pour m impair, pour le cas impair, on sait que c'est la valuation 2A de a puissance 2 puissance k moins b puissance 2 puissance k. Alors, je réfléchis. Je réfléchis si je vais avoir vraiment besoin du k plus ou pas. Mais je pense pas parce que là normalement ça doit être le k n impair. Donc normalement il y a un truc à utiliser quelque part. Donc j'ai ça, et puis bah, je vais utiliser la factorisation. D'accord. Donc je vais faire exactement ce à quoi on s'attend. Donc je vais faire valuation de la DIC de a puissance 2 puissance k moins 1, moins b puissance 2 puissance k moins 1. Plus valuation de la DIC de a puissance 2 puissance k moins 1, plus b puissance 2 puissance k moins 1. Ok. Donc là, je peux utiliser l'hypothèse de récurrence, hein. Je pense que vous vous y attendez. Donc je vais pouvoir écrire qu'on a ici valuation de la DIC de a moins b, plus valuation de la DIC de a plus b, plus valuation de la DIC de 2 puissance k moins 1, moins 1. Qui n'est rien d'autre que finalement k moins 1. K moins 1 moins 1, donc k moins 2. Et puis après, on a une autre valuation de la DIC qui semble nous embêter. Et ce qu'il faudrait alors démontrer, c'est que la valuation de la DIC de ce truc-là, c'est égal à 1, si on veut que tout fonctionne. Ok. Je vais effacer un petit peu peut-être, pour tenter de m'en sortir. Donc, bon, déjà, il est clair que ce nombre-là est divisible par 2. Hein, parce que A est un nombre impair, mis à une certaine puissance, ça reste un nombre impair. Et pareil, B, un nombre impair, mis à une certaine puissance, c'est toujours un nombre impair. Donc, pour ça, ça ne pose pas de problème. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce nombre est un nombre qui va être divisible par 4 ? Alors, peut-être qu'un truc bête à essayer de faire,
ça serait de tout simplement développer tout ça en disant que les deux nombres sont des nombres impairs. Je sais pas, je pense que c'est peut-être un peu... je réfléchis si c'est pas un peu naïf ce que je vais tenter là. Moi, je pense qu'il suffit de regarder... Ah, peut-être qu'il suffit de regarder la congruence modulo 4. Oui, peut-être qu'il suffit de regarder la congruence modulo 4. Je pense que ça doit nous aider. Alors, on va essayer de le faire comme ça. Donc, comme A et B sont impairs, on n'a pas beaucoup de choix. Ça signifie alors que A est congru à 1 modulo 4, ou alors A est congru à 3 modulo 4. Et pareil pour B. La même chose pour B. On ne peut pas avoir autre chose que ces cas-là. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut avoir des trucs embêtants? Donc, alors, sachant que K est supposé... Donc là, l'entier n qu'on est en train de prendre, c'est un entier qui est supposé plus grand θ1. Et j'ai peut-être oublié de dire ça. Donc ça veut dire que ici, K-1, là, il est plus grand que 1. Ouais, ça y est, on va y arriver. Donc K-1 est plus grand que 1, donc ça veut dire que le A puissance 2 puissance K-1 est congru finalement à 1 modulo 4, peu importe là le cas de figure, car 3 c'est la même chose que moins 1 modulo 4. Moins 1 mis au carré, ça donnera 1. Donc on va se retrouver avec ça, et B puissance 2 puissance K-1, pareil, c'est congru à 1 modulo 4. Donc si j'additionne les deux, je me retrouve avec un truc qui est congru à 2 modulo 4. Mais donc pas congru à 0 modulo 4. C'était la chose que je voulais vérifier. Ça veut dire donc que le nombre que j'ai sous la main n'est pas divisé par 4. 4 ne divise pas A puissance 2 puissance K-1 plus B puissance 2 puissance K-1. Ok. Sinon après, si K est égal à 1, on revient au cas de figure précédent. Donc ça veut dire que en fait là dans ma formule, j'étais arrivé à A moins B, A plus B. Voilà, donc si K est égal à 1, on aurait ça. Mais là, on est dans une hypothèse où K est plus grand que 1, donc c'est pour ça que là, il faut vraiment passer par ce petit truc pour justifier que 4 ne divise pas le nombre qu'on veut. Donc 4 ne divise pas le nombre qu'on veut, mais par contre 2 divise, et ça pour sûr, le nombre qu'on veut. Puisqu'on a une somme de deux nombres impairs. Donc ça, c'est sûr. Par conséquent, la valuation 2 adique de ce truc-là, c'est bien égal à ce qu'on espérait, c'est-à-dire égal à 1. Et donc on conclut, hein, on retrouve alors V2 de A moins B plus V2 de A plus B plus K moins 1, sachant que K peut se voir comme valuation P adique, en effet, enfin 2 adique encore une fois, valuation 2 adique de, je vais y arriver, de n. Donc c'est-à-dire de 2 puissance k fois n. Et voilà, ceci conclut donc l'exercice en entier. On vient donc de démontrer qu'en effet ce truc-là fonctionne encore une fois, grâce à cette factorisation venant assez bêtement de l'identité remarquable, plus le fait qu'on se débarrasse de m impair grâce à ce qu'on a déjà fait précédemment. Bon, et puis pour résoudre le dernier point, c'est pas très difficile. En fait, comme n est impair, on peut simplement remplacer b par moins b. Et moins b à la puissance n, bah, ça va faire moins b à la puissance n. Et du coup, on peut se ramener au cas où on a un moins, ce qui permet finalement de réappliquer la formule que nous avons ici. Et comme n est impair, bah, après on a le même résultat ici si p égale 2. On a le même résultat ici. Et la valuation de adique de n, ça sera égal à 0. Voilà, donc là je l'ai fait très rapidement, mais je vais l'écrire, juste pour qu'on soit OK. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses ou à faire demi-tour s'il y a des trucs que vous avez besoin de relire et tout ça. Surtout là, le point technique, c'était ça. Hein. Je pense, il y a eu plusieurs points techniques. Mais je vais y revenir d'ici un instant. Je veux juste écrire rapidement le bonus. Donc si P est différent de 2, appliquez la formule 1. Pas les voitures, hein, bien sûr. Donc appliquez la formule 1 pour A et moins B. Sachant que moins B puissance n, je précise, moins B puissance n, c'est égal à moins B puissance n. Donc ce qui permettra de faire ressortir le moins ici et donc d'appliquer cette formule. Je vous rappelle qu'on prend des entiers relatifs. Donc très bien. Et donc ça c'était pour P égale
enfin différente 2, et pour P égale 2, bah, on utilise la formule ici. 2n impair. Et on note encore une fois que V2 de n, c'est égal à 0. Voilà, le bonus se fait assez rapidement à partir des précédents, c'est pour ça que je me suis dit je vais vous ajouter ce bonus. Sachant que éventuellement ce bonus pouvait être utile pour démontrer le résultat précédent, dans le cas pair. Il y a plusieurs techniques bien sûr. Là ici je vous ai proposé une technique, en tout cas j'ai tenté de vous proposer une technique des plus simples. Et j'ai aussi tenté de vous donner deux résolutions possibles parce que comme ce sont des exercices proposés en Olympiade, il y a des résolutions qui peuvent se faire soit avec un background classe préparatoire, et donc c'est pour ça que j'ai d'abord proposé la résolution avec des modulos. Mais pour ceux qui sont moins habitués, il y a aussi les formules du binôme de Newton qui peuvent nous permettre d'avancer et qui finalement nous permettent d'avancer pour démontrer le résultat général avec la récurrence forte. Et par contre, le cas un peu plus compliqué, et on se rend compte que c'est embêtant, c'est le cas n, le cas où p égale 2, et là du coup il faut vraiment réfléchir un peu plus à ce qu'il faut faire pour les factorisations. Mais c'est là où on voit la force, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, parfois, quand ils apprennent la formule de factorisation de a puissance n, b puissance n, ils se posent la question, mais dans quel cadre est-ce que cela peut servir? Il y a plusieurs exercices dans lesquels ça peut servir, mais là, voilà un bel exemple d'utilisation de la factorisation de a puissance n moins b puissance n via la formule de Bernoulli. Donc bon voilà, c'est pour vous montrer aussi un intérêt de cette formule, je pense que c'est assez chouette. Alors je voulais juste revenir rapidement aussi sur la preuve en tout. Comme vous avez pu le constater, il y a eu plusieurs points un peu techniques. Donc le premier point un peu technique, c'est de bien connaître ces factorisations. Donc d'une part la factorisation de a puissance n moins b puissance n, mais aussi les formules du binôme de Newton. Il y a eu une petite difficulté également sur la récurrence à établir et s'assurer que quand on factorise par p fois d, on est sûr, donc le d étant le a puissance m moins b puissance m via la petite récurrence en supposant que n était divisé par p. Donc je rappelle que le m en question c'était n divisé par p. Donc ce petit passage aussi un peu technique nous permettait de bien factoriser par quelque chose dont on est sûr qu'on a une certaine valuation qu'on peut calculer, avec quelque chose dont la valuation périodique vaut 0. Et en grosso modo, c'est quand même la moralité un peu de toute cette histoire, c'est vraiment d'essayer de penser à chaque fois à factoriser par quelque chose qui a une valuation périodique égale à 0. Je pense que c'est un peu la moralité de cette résolution, c'est vraiment de penser à chaque fois à ça. Et donc les factorisations, il faut utiliser les formules de binôme, il faut utiliser les formules de factorisation de ce truc-là, et puis même pour ce dernier cas, il faut penser aux identités remarquables. Donc le a carré moins b carré qui donne a moins b fois a plus b. Qui est un cas particulier, vous me direz, de celui-ci, mais on a quand même vraiment besoin de ces puissances paires pour pouvoir avancer. Donc là, c'est quand même, je pense, aussi un autre point technique. Et le tout dernier point technique, c'était de s'assurer que ce qui nous restait là, le a puissance 2 puissance k moins 1 plus b puissance 2 puissance k moins 1, il fallait s'assurer qu'il n'est pas divisé par 4. Et comme il est déjà divisé par 2, ça nous permet de donner sa valuation 2 adique, qui était égale à 1. Donc ça aussi, c'était un point technique. Le bonus, c'était vraiment pour le plaisir, car comme vous pouvez le constater, c'était assez rapide. Bon voilà, comme je vous l'avais dit aussi, il y aura une application de ce résultat qui se fera plus tard, dans un petit exo de colle. J'espère d'ailleurs que cet exo de colle d'abord vous a plu, et puis que ce petit exo de colle que je vous ferai plus tard vous plaira également. Donc c'est ainsi que s'achève cet exercice. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par le contenu de la chaîne ou cette vidéo en particulier. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours ou éventuellement d'autres résolutions si vous en avez eu d'autres en tête qui ne correspondent pas tout à fait à ce que j'ai fait ici. Il n'y a pas de souci, il y a plusieurs façons de faire, c'est toujours cool de discuter de tout ça. Ici, ça sera pour me soutenir, ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette, bien sûr. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!